Le cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de l'espace républicain, je vous sais nombreux chez vous pour ce programme et je sais que vous nous attendez parce que vous nous avez, pendant cette semaine, sollicité, vous nous avez demandé de donner finalement ce cocktail de pensée, de réflexion et d'éditorialisme. Nous sommes donc présents pour un thème précis. Alors, le thème que nous vous proposons aujourd'hui à la discussion, c'est celui des candidatures. Quelle candidature pour quel enjeu? Il est vrai que la CENI a déjà ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Les partis politiques sont déjà en train de déposer, sinon d'organiser leur liste. Et la plupart d'entre vous ont été sollicités pour faire partie des listes afin de se présenter d'abord aux élections provinciales. Les élections provinciales, ça signifie 11 ans après, parce que les dernières remontent probablement en 2006, 2007. 11 ans après, ça a été quand même long pour pouvoir renouveler nos assemblées provinciales et aussi surtout renouveler les Sénats. C'est donc cette séquence essentielle sur laquelle nous allons essayer de comprendre. Pourquoi on s'est posé la question? Parce que le pays a déjà connu des assemblées provinciales. Mais quand elles ont été mises en place, vous vous rappelez, nous étions encore à 11 provinces. Aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces. Pour pouvoir mettre des assemblées, on a dû simplement ramener certains députés provinciaux dans leur district d'origine, devenus de nouvelles provinces. Nous avons donc 26 provinces aujourd'hui qui vont concourir à la mise en place de ces 26 assemblées provinciales, ce qui va aboutir à l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Quel candidat, pour quel enjeu? Notre pays, nous l'avons dit sur ce plateau, depuis 1960, notre pays se bat pour avoir les rênes de son destin entre les mains, et ces rênes passent par les dirigeants. Parfois, nos dirigeants ont été accusés d'être soit incompétents, soit à la merci des étrangers, soit en dehors des enjeux, soit ils ne comprennent pas ce qu'il faut. Et quand ils font un effort, quand ils sont conscients, soit on les élimine. Donc, nous sommes donc bel et bien à la croisée des chemins. Cette fois-ci, c'est pour aller vers les provinces. Avec les différents éditorialistes aujourd'hui, nous allons d'abord faire le point sur ce qu'ont été les assemblées provinciales ces dernières années, comment ça a fonctionné, quelles sont les difficultés, quels sont les défis, pour que nous puissions pas vous proposer des noms. Nous n'avons ni les pouvoirs, ni les moyens, mais proposer quand même des profils. Quel que soit votre choix, voilà l'enjeu qu'il ne faut pas oublier. Pour le faire, Jérôme Sekana est présent. Bonsoir Jérôme. Bonsoir William. José Nawech, bonsoir. Bonsoir Willy. John Ngomba, bonsoir. Bonsoir Willy. Diane Djekoupa, bonsoir. Bonsoir. Et Bruno Bredesson, bonsoir. Bonsoir William. Alors, dans un premier temps, ça sera fastidieux, vous nous l'avez toujours dit. Nous rentrons toujours dans la documentation. Nous allons d'abord essayer de voir comment ont fonctionné, et ça c'est très rapidement, on va pas, comment ont fonctionné les assemblées provinciales. Commençons par la province, les grands Bandundu, qui a été divisé en trois provinces. Voilà, Diana Koupa, vous avez beaucoup fréquenté cette partie-là. Comment ça a fonctionné? Et c'est une évocation qui va nous permettre de comprendre l'enjeu. Ça a fonctionné, d'abord les assemblées provinciales, ont-elles été performantes? Quel type de députés nous avions en présence? Et quel type d'enjeu était en face de nous? Diana, pour le grand Bandundu, en nous rappelant la subdivision. Oui, le Grand Bandundu étant dans l'ensemble de 26 provinces, j'aimerais dire dans une seconde la maladie générale dont devrait souffrir et a souffert réellement l'ensemble des provinces.
il y a le fait que, dès le départ, les illusions d'être député provincial. Les gens ne savaient pas en grand-chose, ça va servir à quoi? On connaissait les députés nationaux, on les a connus depuis les députés de la transition, il y a eu les SLPT, il y a eu quelques avantages, il y a eu XL, le JIP et tout ça. Les gens se sont dit, ah, voilà, député par extension, peut-être député provincial, ça sera le même avantage. Et les gens sont venus. Et après, quand ils se sont rendus compte que les députés provinciaux doivent être à la mesure des recettes que produisent les provinces et de l'économie, de la santé financière des provinces, les gens ont eu beaucoup d'illusions et des illusions là, ce sont les gouverneurs qui en ont payé les frais. Donc, tous les malheurs, c'est pas, si je n'ai pas terminé l'immeuble, c'est le gouverneur. Si je n'ai pas acheté une voiture, c'est le gouverneur. Mais la situation s'est aggravée avec le découpage. Je prends le cas, José va en parler, les grandes provinces où il y avait, dans la décentralisation, il y avait un peu plus de moyens. En découpage, il y a de ceux qui, tout en apportant les noms de cet espace-là, en portant les noms de cet espace-là, sont dans des coins où il n'y a pas les mêmes recettes. Et ils se sont dit non, mais quand nous étions là-bas, nous avions, mais comment c'est possible maintenant? Et le gouverneur a nommé donc des motions de défiance et ainsi de suite. Diane, sans vous couper, vous allez continuer, mais allez un peu dans le fonctionnement vraiment, les enjeux. C'est vrai que les difficultés sont pareilles, mais le Bandundu a été quand même dans les Kwango. Oui, je vous en prie. Et le Bandundu est parmi les provinces qui, même si on donnait 40%, mais le 40% de 0 égale 0. 40% de 1 égale 1. Donc, ces 40% n'avaient pas résolu le problème et même la solution trouvée par le gouvernement n'avait pas résolu le problème. Les assemblées provinciales ont été aussi pauvres que la province. Donc, les députés provinciaux n'ont pas travaillé effectivement. Et ils ne pouvaient pas aussi travailler dans le moment où eux aussi étaient comme des assemblées délibérantes suspendues. Il n'y avait pas des assemblées communales. Il n'y avait pas à la base. Donc, les décisions étaient suspendues à leur niveau. Ils ne savaient pas les appliquer. On a créé une mentalité de décentralisation jusqu'au niveau des provinces, mais cette mentalité ne pouvait pas s'appliquer au niveau des territoires parce que là, ce n'était pas le même monsieur, c'était une autre structure. Et toutes les assemblées en ont souffert. L'assemblée de Bandundu en a souffert également. C'est une des assemblées qui a connu, je crois, 3 gouverneurs. Il y a Kinyoka, il y a aujourd'hui Barabala qui est là-bas, il y avait... Donc, les gouverneurs ont souffert de la pauvreté de la province et ils sont accusés de n'avoir rien fait alors qu'ils ne pouvaient. Et effectivement aussi, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils étaient là plus à attendre la rétrocession. Quand la rétrocession tombait, et tout le monde visitait le gouverneur pour savoir quand est-ce que nous allons voir. Et donc, personne n'a eu un projet. Vous allez au Bandundu, voilà, l'Assemblée provinciale, il y a eu tel édit, il y a eu tel développement qui vient. Non, le peu d'action qu'il y a, ça vient malgré le découpage, comme il y a eu 3 provinces et 3 assemblées provinciales, ça n'a même pas provoqué un déclic. Ça n'a pas provoqué dans le... Ça, rien du tout. Ça n'a pas provoqué le déclic parce que l'esprit, nous l'avions dit à une des émissions ici, l'esprit d'animateur. Parce que les gens qui devraient être des animateurs pour créer les richesses dans ces provinces-là, sonder les voies et moyens de créer des richesses. Mais tous étaient là pour attendre les moyens qui viendraient de Kinshasa. À quelque sorte, au quoi aurait servi la décentration si vous dépendez toujours de Kinshasa? Donc c'est ça. Merci, nous avons compris. Nous reviendrons à vous pour les profils. Jérôme Sekana. Pour la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui n'ont pas connu, et du maniement les 3 provinces du Nord, qui n'ont pas connu les découpages, parce que c'est déjà des provinces découpées. Est-ce que ça a fonctionné? Parce qu'on a quand même... comment ça a fonctionné pendant ces 11 ans? Vous savez, ces provinces ont fonctionné dans des difficultés majeures, dans la mesure où ceux qui se sont aventurés, je parle d'une aventure parce que les gens ne connaissaient pas. C'était pour la première fois qu'on s'exerçait pour la plupart de ceux qui ont postulé pour devenir député provincial. Et ils sont entrés dans des assemblées provinciales avec des ambitions de gagner de l'argent. C'est le cas au Maniema, c'est le cas au Nord Kivu, au Sud Kivu.
exerçant une très forte pression sur le gouverneur de province, qui, pour préserver leur fauteuil, ayant peur des motions de censure, consommaient le gros du budget des provinces pour apaiser la pression au niveau des assemblées provinciales. Et on l'a constaté presque dans toutes les assemblées. Mais ici, vous avez le gros. Contrairement à d'autres provinces qui venaient d'être découpées dernièrement, il y a 100 députés pour le Grand Kivu. Vous en avez 36 pour le Sud Kivu, 36 députés. Vous en avez 42 pour le Nord Kivu et vous avez 22 au Maniema, dont 2 chefs coutumiers coptés. Alors, on a constaté que ceux qui ont accédé à cette fonction régalienne, à ce qu'on appelle assemblée délibérante, qui devrait délibérer, ont développé une certaine complicité avec les autorités, les exécutifs, pour ne pas satisfaire le peuple, mais se satisfaire d'abord. Et on a constaté que presque tous les députés provinciaux, dans toutes ces 3 provinces, ont acquis des maisons, ont construit des maisons. Presque tous ces députés-là sont devenus entrepreneurs sans en avoir l'expertise requise. C'est-à-dire, quand il y a des projets qui arrivent, les quelques projets qui arrivaient, donc ils fabriquaient, ils montaient de toutes pièces des petites entreprises pour essayer soit d'arranger la route, soit de faire... Et n'ayant pas l'expertise et exercer la pression, on a obtenu un résultat presque médiocre. Ce qui fait que, avec l'organisation des élections prochaines, la population veut sanctionner ces députés-là. Parce que tout le monde, et vous allez voir, nous avons quelques informations, on risque d'avoir les chiffres multipliés par 10. Parce que la population a compris maintenant que si on est député provincial, on a le pouvoir d'accéder d'abord à des moyens financiers, mais on a aussi le pouvoir d'obtenir des faveurs du gouverneur, parce que vous savez très bien que nos gouverneurs en province, ce sont des grands messieurs, hein, et ils ont plus d'autorité parfois que certains ministres ici. Et les seules personnes qui peuvent demander à un gouverneur ou qui peuvent déstabiliser un gouverneur, ce sont les autorités, plutôt Nous avons compris. Alors, en ce qui concerne les édits, on a constaté également qu'on n'a pas eu beaucoup d'édits de qualité. Pourquoi? Parce que la majorité, j'ai dit bien la majorité de ces députés-là, n'étant pas très bien préparés, il y a beaucoup qui sont arrivés qui n'avaient pas le profil requis. C'est-à-dire, le niveau d'études est bas. Vous avez beaucoup de D6, même de D4. Et d'autres incapables même de s'exprimer devant le micro. D'où la nécessité de corriger cela. Et curieusement, on constate que maintenant, ce sont les jeunes qui ont terminé dans des institutions universitaires qui pullulent partout, qui cherchent maintenant à trouver de l'emploi et veulent devenir des ministres provinciaux pour essayer de rehausser un peu le niveau et améliorer la qualité des édits qui sont là, mais qui n'ont pas vraiment donné les résultats escomptés du point de vue développement. Bolisson, merci beaucoup Jérôme Sekana. Bruno Bolisson, pour le Grand Équateur, parce que, bon, c'est vrai que la situation est la même partout, mais je pense qu'il y a quand même des choses que l'on peut retenir, des positifs. Hein. Depuis que vous commencez à parler, je commence à regretter, mais mon Dieu, ça n'a vraiment pas fonctionné partout. C'était la même situation au Grand Équateur. Oui, évidemment, la situation, si vous permettez, la situation du Grand Équateur, tout en n'étant pas différente des situations évoquées dans les Grands Bandundu et dans les Grands Kivu, présente néanmoins certaines particularités avec la Grande Orientale ou l'ex-Grande Province Orientale. C'est-à-dire qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est l'étape des 11 provinces qui ont fonctionné depuis les élections de 2006 jusqu'à pratiquement 2015. Et à partir de 2015, on a eu la loi de programmation, la loi Bochab, qui a mené à l'essai de 26 provinces avec d'abord des commissaires spéciaux et puis l'élection plus tard des gouverneurs une année après. Alors, mais c'est dans le Grand Équateur et dans la Grande Orientale qu'on a trouvé 2 provinces ou des provinciales, si vous voulez, pionnières,
qui étaient en avant-plan pour réclamer la mise en application des 26 provinces. Il s'agit de la province du Nord Ubangi pour l'Équateur et de la province de l'Ituri pour la Grande Orientale. Mais comme l'ont dit Diana et Jérôme, l'état qui a gangréné le bon fonctionnement de nos assemblées provinciales, c'est la sous-qualification des députés provinciaux qu'on a eu en 2006. Diana l'a dit, c'était une fonction un peu négligée. On ne connaissait pas ce que signifiait exactement le rôle d'un député provincial, mais pire encore, c'était des candidatures parfois qu'on ramassait en dernière minute. Donc, sois mon suppléant, on va voir ce que ça va donner. Et puis, accidentellement, je suis nommé ministre et tu dois devenir député national, député provincial. C'est quoi? Non, député provincial, tu vas voter les lois. Et il était peut-être habitué à chasser, à faire la pêche, je ne minimise pas, mais accidentellement, brutalement, on lui dit que tu es député, il faut produire des édits. Conséquence, en 12 ans, on va dire, nous sommes en 2018, en 12 ans, on a eu presque, même pas 4 édits significatifs dans toutes les 9 provinces. Les 9 provinces, parce que l'Équateur a donné naissance à 5 provinces et la Grande Orientale à 4 provinces. On n'a même pas eu beaucoup d'édits. Par contre, on a chassé plus de 10 gouverneurs. Dans la province de l'Équateur, je ne peux pas citer les noms, Jean-Claude Baïndé est parti, Makila lui-même est parti, le premier gouverneur. Koyagalo, c'était par les circonstances de son décès. Il y a eu, après Baïndé est parti, et l'autre qui venait de partir, Bolamba, jusqu'à ce qu'eux-mêmes se sont dit que cette fois-ci, nous allons consommer local. C'est une expression sortie de Mbandaka, c'est-à-dire nous allons refuser que Kinshasa nous envoie des gouverneurs. Et jusqu'à ce qu'ils ont fait élire un commerçant de Mbandaka, Bobo, qui est là gouverneur depuis quelques mois. Et dans la province du Nord Ubangi, c'est la seule province où on n'a pas vu un gouverneur déstabilisé. Mais elle a fait, Madame Guérengo Thérèse, pour ne pas la citer, elle a fait également l'objet de plusieurs harcèlements de la part des députés provinciaux, comme l'ont dit mes prédécesseurs. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit des structures qui produisent des édits qui génèrent, qui encouragent le bon fonctionnement de la province et qui impulsent le développement à la base. Ça devait être le levier de développement, mais ces assemblées provinciales se sont transformées en instruments de harcèlement des gouverneurs parce que les gouverneurs étaient devenus les vaches laitières. Mais en contrepartie, ils ne produisaient rien. La même situation s'est produite également dans la Chopo, à Kisangani, la province orientale, où on a fait partie des gouverneurs. Il y a Tokole qui a été fait presque chasser comme un chien. Vous avez à Nituri, Abdallah lui-même a fait l'objet de plusieurs harcèlements. À Ouchaï, dans la grande province orientale, c'était pareil. Arma Kasumbu, dans le bas Zouélé à Bouta, lui-même faisait l'objet dernièrement de Jean Mamanis également Lola Kisanga dans le Haut-Touélé. Donc, le même cas de figure partout. Makila, heureusement, lui, il s'est détaché un peu avant en acceptant le poste de ministre, vice-premier ministre et tout. Mais son prédécesseur, celui qui l'a laissé, a eu aussi beaucoup de harcèlement. À Bouende, c'était pire. Parce qu'il y a Cyprien Lomboto, qui a été chassé. Et avant lui, c'était une déstabilisation. La Mongala, la même chose. Bienvenue Simba, qui était là, qui était pourtant adoubé par des grandes figures de la Mongala, a été également chassé dans le bon corps. Donc bref, il faudra, parce qu'on parle des enjeux, parce qu'on y est, parce que vous avez parlé des BRTC qui se sont ouverts, il faudra qu'on voie, qu'on étudie la bonne façon de requalifier la fonction des députés provinciaux. Ils ont un rôle très important, c'est pratiquement la simili-gravure de l'Assemblée nationale au niveau des provinces. Ça devait être des instruments qui favorisent la démocratie, qui impulsent le développement, et non des simples instruments où des gens viennent se réunir quand il y a l'argent qui vient, et s'il n'y a pas d'argent, on va soit jouer aux dames, soit aux cartes, soit au jet de WhatsApp. Et ce sont des électeurs, des sénateurs. Oui, bien sûr, et en plus des gouverneurs aussi. Oui, des gouverneurs. José Nawège, la même situation, je ne pense pas qu'il se soit aussi retrouvé dans le Grand Katanga avec la province du Haut-Katanga, la province du Haut-Lomami et de l'Oraba. Quelle est la situation générale des assemblées provinciales? Oui, Willy, avant de faire l'autopsie de la situation du Grand Katanga, j'aimerais quand même qu'on situe très bien la problématique qui nous concerne.
notre pays, nous tous nous le savons, a la dimension d'un sous-continent. Notre pays, c'est 4 fois la France. Quand vous dites à quelqu'un, à un Sénégalais, à un Guinéen, même à un Congolais, que nous avons 2 fuseaux horaires, que quand il fait 11 heures à Kinshasa, il fait 12 heures chez Jérôme dans le Maniema, il vous regarde, il dit, mais vous êtes dans le même pays? Oui. Donc, c'est cette configuration géographique qui rend non seulement nécessaire, mais incontournable la décentralisation d'abord, pour parler simple, au lieu de prendre des termes techniques, et donc le découpage territorial qui a eu lieu procède justement de cet impératif qui, à terme, devrait faire en sorte que la gouvernance locale impulse le développement. C'est ça la problématique. Rapprocher le dirigeant de la population. Et donc, quand nous y mettons une dose démocratique, comme c'est le cas avec les assemblées provinciales issues des élections provinciales qu'on a eues il y a longtemps, les amis en ont parlé, en 2006, qu'on espère avoir encore à la fin de cette année, donc en décembre 2018. Quand vous y mettez cette dose démocratique, c'est pourquoi les assemblées provinciales? C'est pour qu'elles contrôlent les gouvernements provinciaux. Mais pour qu'elles contrôlent les gouvernements provinciaux, il faut que ces assemblées soient en situation et en capacité de les contrôler. La question fondamentale, c'est de savoir quelle est la nature des rapports d'une manière générale entre nos assemblées provinciales et nos gouvernements provinciaux. C'est une question fondamentale. L'autre question, quand nous disons nos provinces doivent produire, mais il y a des provinces qui sont dans des situations telles que pour produire, il faut qu'on leur donne un coup de pouce. Ce coup de pouce doit nécessairement venir du pouvoir central de Kinshasa. Donc, nous devrions analyser ces choses, évidemment dans des généralités, mais en posant le vrai problème. Quand il y a des relations plus ou moins incestueuses entre les contrôleurs et les contrôlés, ça ne peut pas marcher. Mais quand il y a des provinces qui sont créées comme ça, qu'on a abandonnées depuis 60, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a des provinces où l'État, je parle sous son contrôle, où on ne recevait plus rien depuis longtemps. Mais ces provinces-là ne peuvent pas se développer comme par un bout de baguette magique parce que tel est à la tête ou tel est député provincial. Donc voilà le cadre d'abord général. Maintenant pour parler du Grand Katanga, qui a été, qui a donné lieu à 4 provinces, comme vous le savez, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika. D'abord, pour dire simple, quand nous disons nous sommes un scandale géologique, quand nous disons nous sommes au cœur des enjeux maintenant, avec le cobalt, etc., mais nous parlons de quoi? Nous parlons du Grand Katanga. Mais nous parlons de 2 provinces en particulier, du Haut-Katanga et du Lualaba. Et c'est aisé de remarquer que dans ces provinces-là, il y a eu, contrairement à ce qu'on décrit ici, là-bas, pour ces raisons-là d'abord, il y a eu beaucoup de faits de progrès qui ont été constatés. Je ne rentre pas jusqu'au déluge. L'actualité nous fournit un certain nombre de réalisations que le président d'inauguration, des faits comme Kasumbalesa, la Banque centrale, et j'en passe des meilleurs. Vous voyez, le boom minier a fait que ces provinces-là ont quand même connu, je ne sortirai pas un grand mot, un léger mieux par rapport aux autres provinces, même anciennes, même nouvellement créées. Mais ces provinces-là aussi, tout en n'échappant pas à ce que les amis ont dit, ont aussi autre chose de spécifique. C'est que l'harmonie, on peut le déplorer, est-ce que c'est une harmonie de façade ou de fond? L'harmonie qu'il y a d'une manière générale dans une province comme le Haut-Katanga, comme le Lualaba, entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales ont assuré une certaine stabilité dans ces provinces-là, de ce point de vue-là. Vous n'avez pas entendu plusieurs fois qu'au Lualaba, les députés provinciaux s'en sont pris au gouverneur ou à l'un de ses ministres. Vous n'avez pas appris ça non plus à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Donc, ils ne sont pas mis au pas, ou bien c'est une
concordance de vues. Oui, mais justement, oui, justement parce que ailleurs, Ils ont quelque chose à partager. Oui, ils ont quelque chose à passer. C'est un débat. Voilà. Il faudrait nuancer parce que au moment où nous arrêtons l'émission, l'Assemblée provinciale de Tanganyika est fermée. Non, je ne suis pas. Non, je ne nuance rien parce que tu m'as dévancé. Je suis dans le boom minier. Je suis dans le boom minier, je suis à Lubumbashi et à Kolwezi. Probablement parce que là, il y a quelque chose aussi à partager. Probablement aussi parce qu'il y a une harmonie idéologique, je préfère dire politique, pour ne pas utiliser de gros mots, une harmonie politique entre les assemblées provinciales et les exécutifs, et ça va. Bon, maintenant, il y a deux autres provinces qui sont, elles, à vocation agricole au Katanga. En l'occurrence, le Tanganyika et le Olomami. Là, comme ailleurs, comme dans le Bandundu, comme dans l'Équateur, vous avez des provinces qui étaient sévrées de ressources. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter jusqu'aux années Mobutu. Et l'arme de la vengeance a été utilisée. Et voilà. Maintenant, dans ces provinces-là, les députés provinciaux ont d'abord constaté, tous étaient à Lubumbashi, à l'époque du Grand Katanga, que leur traitement a terriblement régressé. Voilà le fond du problème. Leur traitement, ils étaient à Lubumbashi, ils étaient dans un confort, ils se retrouvent qui à Kamina et qui d'autre à Kalemi. Tout ce confort part. Et ça pose un problème. Quand le confort part, on a toujours le sentiment que c'est le gouverneur qui bouffe. Pour parler simplement. Mais le gouverneur va vous dire, non, la caisse est vide. Je ne reçois rien, je n'ai rien trouvé. Et non seulement la rétrocession n'est pas venue, la rétrocession, c'est un mot désincarné, Diana. C'est pas un bon mot dans notre contexte. La rétrocession veut dire, j'ai donné et on me rétrocède. Mais il y a des provinces qui ne sont même pas en capacité, je parle sous son contrôle, de donner. Donc, parlons plutôt de la caisse de péréquation qui peut permettre aux provinces totalement anémiées, c'est ça le terme, totalement anémiées, de commencer d'abord à vivre avant de produire. Et c'est ça. Sous perfusion. Voilà, c'est ça le sujet. Et donc, vous verrez. On comprend donc les malaises qu'il y a dans le Tanganyika. Et donc, vous verrez que, par exemple, dans une province comme le Tanganyika, mais l'Assemblée provinciale a été mise dans une situation d'incapacité de fonctionnement, justement pour ça. Parce que il y a un groupe de députés provinciaux qui accusaient le bureau de tout le monde, du monde, qui ont même envoyé des mémoires à Kinshasa. Voilà, les députés, le bureau prend nos ressources, le bureau ne contrôle pas suffisamment l'exécutif, etc., etc., etc. Donc, l'Assemblée provinciale a été paralysée. Et avec le conflit Bantou et Pygmée, ça en a rajouté à cet environnement cette ambiance qui était délétère. Bien. Vous avez l'autre province qui s'appelle Olomami, avec comme capitale Kamina. Il y a eu aussi des problèmes. Et on a même changé de gouverneur. Le gouverneur, le Mbouyou Kabangu, est parti parce que la situation politique n'était pas bonne. Pourtant, là aussi, il y a comme une espèce de concordance entre la majorité locale, si je peux m'exprimer ainsi, à l'Assemblée, et l'exécutif. Mais c'est un problème de ressources. Voilà plus ou moins Merci beaucoup d'avoir évoqué ces questions. Il nous reste un seul espace qu'on n'a pas évoqué. Évidemment, merci à Mbolisson d'avoir évoqué en même temps les deux grands espaces. Mais il nous reste le Grand Kasaï, avec 5 provinces, Kinshasa et le Bas-Congo. On va essayer d'évoquer rapidement. Congo central. On va essayer d'évoquer rapidement. Et je pense que la situation du Bas-Congo, Mbolisson va y revenir très rapidement. William, le Congo central. Alors, John Ngomba pour le Kasaï. Oui, l'espace kassaïen est découpé en 5 provinces, les Sankourou, les Kasaï orientales, les Kasaï centrales, la province de la Lomami et la province du Kasaï a été aussi assez secouée sérieusement du fait justement du comportement des assemblées provinciales. Je peux dire que celui qui s'en est plus ou moins bien sorti actuellement, c'est le gouverneur Ngoïka Sange avec les Kasaï orientales qui a su
maîtrisé. Mais vous avez dans cet espace, par exemple, le gouverneur Alex Kandi qui est parti, et vous avez des assemblées qui sont fermées, des assemblées provinciales qui sont fermées dans le Kasaï et dans la Lomami. Et là, c'est une guerre entre le gouverneur et l'assemblée provinciale. Manyanga dans les Kasaï et puis Kamanda dans la Lomami. Mais à la base, c'est aussi pratiquement le même problème. Parce que quand vous regardez les Kasaï de manière générale, la base, c'est les matières précieuses, les diamants pour les cas d'espèce. Les diamants, vous avez les diamants industriels dans l'ancien Kasaï oriental, avec pour chef-lieu en ce moment-là, Mboujima, et puis les diamants des joailleries avec dans l'ancien Kasaï occidental, avec pour chef-lieu Kananga à l'époque. Mais alors quand on a découpé, il s'est fait pour les Kasaï occidental que l'essentiel est revenu et est resté au Kasaï, dans la province du Kasaï. Donc les diamants qui alimentaient un tant soit peu Kananga, eh bien il est resté à Chikapa. Bon, donc du coup, Kananga, qui est une ville administrative, n'a presque plus de revenus. Vous avez l'ancien Kasaï oriental, la Lomami, qui est devenue aujourd'hui une province pratiquement enclavée. Dépendait à l'époque, les députés étaient siégés à Mboujmaï et ils avaient la dotation qu'il fallait. Bon, donc ils sont rentrés à Kabinda. Et donc, ça pose problème. Même au Sankourou, c'est très sérieux. L'espace kassaïen, généralement, est victime de l'enclavement. Mais vous ressentez ça beaucoup plus durement dans la Lomami et dans les Sankourou. Oui, il est difficile d'accès. Bon, après, maintenant, vous avez un sérieux problème, c'est les leaderships. On n'a pas pu capitaliser ces leaderships positifs. Cette synergie qui aurait dû se créer entre les gouverneurs de province et les députés. Les députés provinciaux, ils se sont comportés tout simplement comme des consommateurs de ressources publiques et qui devraient se partager entre gouverneurs, donc l'exécutif provincial, et puis les assemblées provinciales. Donc c'est généralement cela à la base du conflit. Et quand vous vivez ça dans un environnement de pauvreté, parce qu'aujourd'hui les Kasaï, l'espace kassaïen, souffre aussi d'un autre problème, c'est l'énergie électrique qui ne parvient pas à booster cette province. Eh bien, quand vous mettez... Je pense que c'est partout ça. Oui, quand vous mettez cette misère ambiante, vous comprenez du coup que s'accrocher au poste, menacer le gouverneur est devenu un mode de vie pour l'ensemble de ces députés. Si on compte les édits, eh bien, on n'en trouvera pas énormément, parce que leur travail, c'est passer, voir comment comploter pour prendre de l'argent de l'exécutif pour l'amener. C'est quand même triste. Bon, mais c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Dans quelques mois, nous devons aller choisir des nouveaux députés provinciaux pour renouveler nos assemblées provinciales. Et vous avez compris, et décider finalement de les faire fonctionner en démocratie. Alors, pour le Congo central, et puis nous tous, nous allons dire un petit mot sur Kinshasa, rapidement, avant que nous puissions déterminer, en ce qui nous concerne, nous, quels conseils nous pouvons donner, quelle impulsion nous pouvons donner pour que le choix de nos compatriotes puisse répondre aux enjeux de notre développement. Pour le Congo central, très rapidement, je vois que là, c'est quand même une stabilité. Merci William. Le Congo central, depuis toujours, n'a jamais été une terre intérêt très facile pour les politiciens, surtout ceux qui sont au pouvoir. Et l'Assemblée provinciale du Congo central l'a démontré. C'était parmi l'une des rares assemblées provinciales à résister à la pression de Kinshasa quant au choix du gouverneur. C'était le cas de Mbadou qui a triomphé de Deonkusu qui était pourtant soutenu par la majorité. Mais lui-même, Mbadou a expérimenté les mêmes causes que nous avons évoquées tantôt. C'est-à-dire qu'il a été plusieurs fois l'objet de harcèlement de la part des députés provinciaux. Mais comme l'a dit José Naouej avec raison, c'est-à-dire que le lait qui ruisselle un peu plus facilement dans le Congo central, comme dans le Lualaba, comme dans le Haut-Katanga, a fait en sorte que les patrons des exécutifs aient bénéficié de manœuvre, une certaine stabilité. Mais j'allais dire une chose de fondamentale, parce que nous parlons des enjeux. C'est vrai, les richesses en soi ne résoudent
ne disent pas tout et ne font pas tout. Parce que la vraie problématique ici, nous avons dit, c'est la qualité des députés provinciaux qu'on a il y a en 2016, mais également la gouvernance de ces provinces qui a beaucoup posé problème dans le développement. Alors, il y a deux extrêmes qu'il faut absolument réguler, qu'il faut absolument équilibrer. La première extrême, c'est d'avoir une piètre qualité des députés provinciaux. Ça tire nos provinces vers le bas. La deuxième extrême, c'est de réajuster un peu les rapports entre le pouvoir central, entre le gouvernement central et ces gouvernements provinciaux. Parce que plusieurs gouverneurs des provinces qui se sont succédés, vous vous rappelez de la dynamique des gouverneurs des provinces, se sont plaints de la non-rétrocession des recettes au niveau des provinces, même si le terme rétrocession n'est pas constitutionnel, la Constitution parle de la retenue à la source. Mais parce que, comme José l'a dit, je crois Diane aussi, il y a des provinces qui sont peut-être naturellement ou momentanément défavorisées. Je préfère le terme momentanément parce qu'on peut démontrer aujourd'hui que la province comme la Chouapa, qui ne produit pas autant que l'Ituri avec son pétrole et ses trafiquants, la Chouapa génère à long terme des milliards de dollars par le fait que c'est là où résident les grandes réserves de ce qu'on appelle aujourd'hui la province, la forêt équatoriale. Donc quand on parle de l'exploitation forestière, merci. Oui, je voudrais citer, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que cette observance de la retenue à la source soit observée. Première chose. Deuxième chose, enfin, il faut que la caisse nationale de péréquation soit véritablement installée. Parce que c'est cette caisse-là qui a la mission de corriger les inégalités en termes entre les différents. Je crois que nous avons déjà la deuxième saison. On a oublié de parler de cette question ici. Aujourd'hui, nous restons sur le profil des députés provinciaux. Je dois vous dire trois petites choses, mais avant cela, je voudrais dire que le dénominateur commun de nos provinces, c'est la mauvaise gouvernance. Ça, c'est le dénominateur commun. Et vous avez, dans cette mauvaise gouvernance... Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, les provinces sont gérées comme des biens sans maître. Par des gouverneurs. Ils sont tellement puissants et ils ont plus peur de Kinshasa que des... Mais c'est normal. Si le pouvoir si le contre-pouvoir des assemblées ne fonctionne pas, c'est normal qu'il y ait... Et ça a créé beaucoup de frustrations qui ont amené à tout ce qu'on décrit. Alors, il y a trois petites choses rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Les législateurs, en mettant sur pied la décentralisation, voulaient rapprocher les administrants des administrés. Or, avec ce qu'on a vécu comme décentralisation, qui est inachevé, parce que on devrait y aller, on a constaté que cette décentralisation s'est faite seulement en deux paliers. C'est-à-dire au niveau national, au niveau provincial. Mais il y a des sous-régions qui sont devenues aujourd'hui des provinces. Et il y a la territoriale va jusqu'au niveau du village. Et lorsqu'on parle de la rétrocession, cette rétrocession-là n'arrive pas là-bas. Ce qui fait qu'il y a une très grande pauvreté à la base. Parce que les gouverneurs mettent la pression pour prendre ce qui doit venir de Kinshasa. Et quand vous regardez de près, 80% des budgets provinciaux sont constitués de la rétrocession. Et 20% seulement constitués des recettes locales. Or, ces provinces ont la capacité, les législateurs, à donner à ces provinces la capacité de pouvoir créer des impôts, des taxes. Et j'aborde le deuxième point, c'est l'absence d'initiative. Vous avez des provinces qui ont une très grande capacité contributive, comme la ville de Kinshasa. Rien qu'avec l'impôt foncier. Kinshasa, toutes les études l'ont démontré, peut mobiliser 5 milliards de dollars. Regardez par exemple la situation des taxis ici. On a des parkings, on ne contrôle pas. Aujourd'hui, c'est une belle décision que le gouvernement provincial a prise en ce qui concerne les couleurs et tout ça. Ça va atténuer. Donc, ce sont les initiatives qui manquaient à ces autorités. Et enfin, la caisse de péréquation. C'est une bonne chose, mais qui n'était pas appliquée. On vient d'avoir la loi sur la caisse de péréquation il n'y a pas très longtemps. Et ça constituait une faiblesse majeure. Et tout ça, c'était laissé à la discrétion du gouvernement, notamment du ministre des Finances et du Budget, qui savait rétrocéder à qui il voulait, non pas 40%, mais parfois 20%, 10%. Mais avec une loi sur la péréquation, si on peut l'appliquer dans toute sa quintessence, eh bien, on peut arriver à aider
les provinces qui sont moins nanties à pouvoir rehausser les niveaux de développement et éviter à ce que le pays ne puisse se développer à plusieurs vitesses. Merci beaucoup. Merci Jérôme Sekana. Je vais vous poser une dernière question. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, nous évoquons 11 ans de gouvernance. Hein. C'est des vies humaines, c'est des institutions, c'est des hommes, c'est des gouvernants qui sont venus, qui sont partis. Ça n'a pas été facile, mais merci. Vous avez quand même pu résumer en quelques moments c'est passé. Alors maintenant, l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Vous allez aller aux élections, vous allez choisir des députés provinciaux. Les minimums que l'on puisse faire, quel type, quel profil, hein, par rapport aux difficultés que nous avons. Nous allons passer la troupe en revue, ici, comme on dit. Dites-nous, à votre avis, à part la loi, les minimums qu'il faut pour que nous ayons un profil qui corresponde aux enjeux. José, Naouej, et puis on passe comme ça. Ok, merci. Le minimum, c'est le critérium, en fait, il doit être la réponse aux vrais enjeux de nos provinces. Nous l'avons déjà dit, le développement doit partir de la base pour un pays continent, mais aussi la conscience nationale doit partir de la base des provinces, mais aussi, Willy, dans l'intitulé, vous l'avez si bien dit, faire le lien entre la problématique des provinces et l'autodétermination. J'ai presque envie de dire, et aussi l'intégrité territoriale, et aussi l'autoprise en charge. C'est que vous avez, quand les provinces sont faibles, l'État central, ici à Kinshasa, s'affaiblit. Nous avons vu les régimes Mobutu s'est écoulé. Pourquoi? Parce que, à l'Est, c'était la foire, tout le monde pouvait entrer, vous voyez ce que je veux dire. Et cette maladie continue jusqu'à aujourd'hui si on ne fait pas attention. Donc le critérium pour moi, pour les députés provinciaux, l'homme politique congolais, malheureusement étant ce qu'il est, parce que ce que nous disons des députés provinciaux, nous pouvons le dire aussi. Les députés nationaux, il ne faut pas croire qu'il y a une race de députés au Palais du Peuple qui serait radicalement différente de la race qu'on voit ailleurs. Non, nous sommes en train, en fait, de faire l'autopsie de l'homme politicus congolais d'une manière générale. Même si le problème, quand on est dans des généralités, parfois, il y a des cas particuliers qui émergent de la cohue, comme on dit. Donc, le critérium, c'est, pour moi, je ne vois pas tant les niveaux d'études. Vous savez, le mythe des diplômes, nous avons des gens qui sont quand même formés. Un minimum d'instruction. Ne serait-ce que pour lire je vais m'expliquer. Participer. Non, je vais m'expliquer. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que dans nos assemblées, on permet aux gens de parler en langue. Vous savez, le complexe de la langue, le complexe, il n'a pas étudié. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il est efficace? Un député provincial, c'est quelqu'un qui connaît son milieu. Un homme du cru. Premièrement, je suis dans le critérium. C'est d'abord un homme du cru. Donc, qui comprenne les enjeux locaux, là où il est. Ce n'est pas quelqu'un qu'on parachute de Kinshasa. Or, très souvent, on a remarqué depuis c'est une maladie de très longtemps. Vous avez Bolisson est ici, toute sa vie à Kinshasa. On a besoin d'un gouverneur dans l'Équateur, je ne sais pas dans quel coin exactement. Oui, Bolisson va quitter ici, il va aller là-bas. Comme un missionnaire, il est en mission, et puis chaque week-end, il est dans un palace qu'on connaît à Kinshasa, et c'est le cas de la plupart de nos députés provinciaux aussi, qui sont plus dans des grandes villes, qui n'ont rien à voir avec leur milieu là où ils ont été élus. Donc pour moi, c'est un critère extrêmement important. Quand vous vivez dans une ville, vous partagez les réalités de cette ville-là, vous serez plus soucieux de son développement que le reste. L'autre problématique, c'est sur le plan constitutionnel. La difficulté que nous avons, c'est que, ailleurs aussi, mais il faut qu'on voie comment régler ça. Le contrôle de l'exécutif pose généralement beaucoup de problèmes. Quand les assemblées, l'assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont du même bord, parce que vous voulez trop contrôler, on dit non, il enfreint la discipline du groupe, du parti, de la majorité, etc., etc. Ça, c'est un vrai problème, c'est un défi à toutes les démocraties, y compris occidentales. C'est que nos assemblées ont tendance à devenir des chambres d'enregistrement parce que, précisément... Étant du même bord. Autre chose aussi. Mais il faut quand même que d'autres parlent, José. Oui, l'autonomie financière des assemblées délibérantes. Mais si les députés provinciaux dépendent financièrement des gouverneurs, donc des exécutifs,
Mais ces députés, ça sera des députés... Merci José. Merci, tout à fait la somme de... Voilà. Merci, Oui, voilà. merci Jérôme. Alors, c'est vraiment... Voilà, je pense que tu me laisseras le même temps. Non, parce que tu as beaucoup parlé avant. Non, Je alors, vous en prie. 3 petites choses pour les critériums. Contrairement à ce que disait José, moi j'insiste sur les niveaux d'instruction. Nous avons des députés provinciaux incapables même de s'exprimer, même d'écrire une lettre en français. Et c'est ce qui fait la grande faiblesse que nous avons même dans la rédaction des édits. Donc, il faut au minimum un gradué, un licencié. Ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, il faut qu'on prenne ceux qui ont fait leurs preuves localement. Pas d'importation. Et faire preuve sur quoi? Nous connaissons. Dans une province, quelqu'un a pris des initiatives, il est dans l'agriculture, il a réussi d'abord à son niveau lui-même, personnellement, avant de contaminer son expérience, de partager son expérience avec les autres. Pas quelqu'un qui n'a rien fait, vous le prenez, vous le mettez là-bas. Il ne faut pas élire des gens comme ça. Et enfin, il faut qu'au niveau de nos provinces, nous arrivions à pouvoir désigner des planificateurs. Nous souffrons de la planification. Toutes les provinces sont gérées sans boussole. Donc, même les budgets, 80-90% des budgets ne sont pas exécutés. Sont votés, mais ne sont pas exécutés. Ce sera le gouvernement provincial. Il faut avoir... Pour le moment, nous parlons des députés provinciaux. Mais c'est eux qui votent le budget. L'autorité budgétaire en province, ce sont les députés. Or, s'ils ne comprennent pas, c'est leur politique, leurs ambitions qui doivent être exprimées dans le budget, c'est eux qui corrigent le budget. Voilà pourquoi on ne doit pas envoyer n'importe qui au niveau des assemblées provinciales. John Ngomba, merci si vous beaucoup, voulez que la beaucoup. province se développe, il faut avoir des députés provinciaux de qualité. Merci. John Ngomba. Moi, je pense que je voudrais, moi, personnellement, miser sur un genre nouveau des leaders. C'est des leaders communautaires qui sont reconnus dans leur milieu, qui n'ont pas forcément de moyens, mais qui sont crédibles et qui sont attachés à leur communauté. C'est très important parce que on a vu que même quand les gens qui sont diplômés extraordinairement, eh bien, ils ne vous rendent pas service. Les gens qui sont fortunés extraordinairement, eh bien, ils ne vous rendent pas service non plus. Aujourd'hui, il faut donner peut-être à cette nouvelle race des jeunes qui existent. Ils sont dans la vingtaine généralement. Il faut leur donner leur chance. Ils n'ont pas tout le moyen, mais ils sont crédibles. Ils sont à côté de vous. Et je pense qu'il faut qu'on puisse promouvoir ces jeunes-là. Nous les voyons beaucoup actuellement dans nos milieux. Merci, donc, voilà. Merci. De cette générosité pour les jeunes, hein, c'est très bien, John Ngomba. Même les jeunes. Ah non, John Ngomba, c'est pas les premières jeunesses, hein, mais quand même, ça reste en forme. Joachim Diana. Écoutez, mes chers amis, nous ne sommes pas dans un auditoire où il y a eu un TP, nous sommes en train de romper, après ça s'arrête là. Nous sommes en train de parler de l'avenir de ce pays. Nous sommes en train de parler de choses que vous vous rendez compte que si les assemblées provinciales ne fonctionnent pas, mais nous ne pouvons pas nous attendre au développement du pays à un haut niveau. De même, autant qu'il n'y aura pas d'élection locale, c'est-à-dire, aujourd'hui vous voyez que nous sommes déjà au niveau de partager les responsabilités au niveau national et au niveau provincial. Mais il faudra qu'on les partage au niveau municipal et au niveau local. Et c'est pourquoi il est très important, je suis parfois effaré lorsque les gens se disent les élections les plus importantes devraient avoir lieu. Mais les élections les plus importantes, ce sont les élections locales, municipales et je pense même provinciales. Donc, il faudrait, aujourd'hui peut-être nous sommes en train de parler un peu trop tard, les listes qui sont déposées, qui on dépose la petite concubine du coin, à qui on a promis, tu vois, je vais t'en faire député, on la met sur la liste. Il y a le petit Bitinda, parce qu'il est confiant, ce petit Moukala. Ce sont ceux-là qu'on est en train de mettre sur des listes, et pour simplement, quand ils seront à l'Assemblée, pour entrer d'attendre l'argent. Nous avons besoin de vrais animateurs au niveau de la base. Animer réellement les structures de la base pour qu'on se prenne en charge. On peut même déjà au niveau provincial, qu'on estime que la rétrocession ou quoi, la caisse de réparation soit un appoint. Mais d'abord, nous créons les moyens. Ça ne sert à rien de dire nous devons avoir, les gens devons construire des immeubles. S'il faut construire des cases décentes pour qu'on donne, parce que ce sont les moyens que les gens soient dans des cases décentes dans toutes ces provinces-là, mais qu'on n'ait aucune initiative. Je vais prendre, parce qu'on a voulu parler, ça on n'en a pas parlé. J'ai habité Massina.
Un dimanche, je me suis dit, je rentre quand même dans le coin, je suis aux années 90, à la paroisse Cœur-Immaculé de Marie. Je ne suis pas allé. J'ai commencé à midi, chercher la voie d'entrée. Il n'y en a pas. Dans quelle paroisse? Paroisse Cœur-Immaculé de Marie, derrière le marché de la Liberté. On ne peut plus y accéder. Je vais par Petro-Congo, le voie que nous, en voiture, le voie que nous entretenions en tant que paroissiens et tout ça, ça n'existe plus parce que maintenant... C'est devenu des parcelles. Mais il n'y a même pas... Donc, c'est devenu des trous, des flaques d'eau, parce que les gens attendent que le gouvernement arrange. À l'époque, les gens se prenaient en charge. Or, justement, quand nous avons les structures de la base, comme les assemblées provinciales, c'est pour animer. Je me demande, ces députés... Les assemblées communales. Communales et consorts. Je me demande de les députés, tous, au niveau national et au niveau provincial, comment ils vont entrer dans ce quartier-là pour aller battre campagne. Ils entreront comment? C'est impossible. Donc, nous avons... Vous savez que dans un pays... Suivons l'exemple des pays qui se sont développés. Quand vous prenez un pays comme la France, au départ, ils ont créé ce qu'on appelle l'animation culturelle. C'est une structure pour une société en crise. Là où on... Un peu ce que Mzee avait dit, prenez-vous en charge, organisez-vous. Cela, au niveau de la base, vous résolvez d'abord le petit problème que vous pouvez résoudre vous-même, en attendant que si le problème qui vous dépasse, vous pouvez attendre de la structure. Mais maintenant, on attend tout, on est assis pour que tout nous tombe comme la main. Voilà, merci beaucoup. Nous terminons. Merci beaucoup, Diana. Nous terminons par Mbolisson, très rapidement. Oui, je serai bref, mais le public ne va pas nous pardonner si nous ne rappelons pas quelques dispositions légales et constitutionnelles. D'abord, sur le plan constitutionnel, le rôle d'un député provincial, c'est voter des édits qui vont déterminer le fonctionnement de la province, mais également contrôler la gestion des provinces et peut-être garder un contact avec les sénateurs qu'on a propulsés au niveau du Sénat. Et la loi électorale de 2017, l'actuelle loi, dit que pour être élu député provincial, les candidats ou les regroupements de ces candidats-là doit avoir recueilli au moins 3% de l'électorat provincial. Alors, de deux choses l'une, parce qu'il reste 8 jours pour la réception de ces candidatures, il reste 8 jours, de deux choses l'une. Soit les patrons des partis politiques, regroupements politiques, vont proposer des candidats dans une approche clientéliste, soit c'est un représentant de la belle famille, soit c'est un bon petit, soit c'est un bon client, soit il cotise bien, soit ils vont voir des gens qui sont capables de rétrocéder. Non, soit ils vont voir des gens qui sont capables d'assumer correctement les fonctions sus-évoquées, c'est-à-dire élaborer des édits et bien contrôler l'exécutif. Or, pour bien élaborer les édits, il faut avoir un niveau intellectuel. Pour bien contrôler l'exécutif provincial, il faut avoir un niveau de connaissance de sa province, de sa circonscription électorale. Ce sont des conditions, à mon avis, essentielles pour qu'on ait des assemblées provinciales réqualifiées demain. Merci beaucoup. Je voulais proposer une chose. Très rapidement. En une seconde, je dis ceci. Nous avions assisté au niveau de la présidence de la République à la présentation du plan de développement stratégique du Congo. Je pense que ce projet est essentiel. Il faudrait que maintenant, qu'on réunisse tous ces animateurs de la base pour que, au cours d'un séminaire, par exemple, qu'on tire de petits plans stratégiques au niveau provincial, très bien, Diana. Merci, de communes, Diana. au niveau local. Merci. Et là, parce qu'il n'y a pas de développement spontané. Merci. Vos soucis sont légitimes et je crois que nous n'avons pas chômé en fait cette émission. Nous avons rappelé un principe majeur. Le pouvoir est entre les mains du peuple qui va choisir ses dirigeants. Et ici, aujourd'hui, nous avons d'abord voulu insister sur les listes qui sont déposées. Ce sont les députés provinciaux. Ces députés provinciaux vont jouer un rôle majeur, c'est celui d'animer nos assemblées provinciales pour contrôler les exécutifs, mais surtout pour impulser le développement. Parce que c'est cela. Il faut donc des conditions d'éthique, des conditions de moralité, mais il faut des hommes que vous connaissez, des hommes que vous pensez être ancrés dans votre vie au quotidien, qui vont permettre à ce que votre société puisse aller de l'avant. Vous l'avez compris, pour la base, ce qui est important, c'est la réalité du développement, c'est l'intégrité des personnes, mais surtout aussi, c'est la générosité avec laquelle ils vont rendre service à la nation. Nous ne pouvons que espérer
très rapidement qu'un consensus électoral soit dégagé pour que le pays arrive à ces élections et que les élections provinciales nous donnent des bons députés provinciaux pour que les gouverneurs ne puissent pas passer des nuits, des cauchemars en train de chercher par quel mécanisme apaiser les appétits et la colère des députés provinciaux, mais qu'ils puissent trouver les moyens de gérer les provinces et de les faire arriver de l'avant. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. Nous voudrons aussi ici remercier M. Charles Mbenga qui nous a écrit à partir de Bujumbura. Nous avons tenu compte de vos remarques et nous vous disons à la prochaine émission, nous déployerons les projets pour lesquels vous nous avez si bien conseillé. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission s'est terminée aujourd'hui. Au revoir. Espace républicain.